La dernière partie de la grande table, Caroline Brouet. Avec notre invité aujourd'hui, Pierre-Jean Luizard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes un historien spécialiste du Moyen-Orient, en particulier de l'Irak, de la Syrie et du Liban, et vous faites paraître ce livre, Le piège Daesh, l'État islamique ou le retour de l'histoire, aux éditions La Découverte. Pour dialoguer avec vous, pour vous interroger, à nos côtés, nous avons fait appel à Leïla Vignal. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous. Vous êtes géographe, vous êtes maître de conférence à l'université Rennes 2, spécialiste également du Moyen-Orient, mais alors vous plus spécifiquement de la Syrie. Et vous intervenez à tout moment quand vous le souhaitez. Pierre-Jean Luizard, le propos de ce livre, vous le dites vous-même dès le début, c'est de tenter d'expliquer le succès rapide de l'État islamique et de comprendre comment et pourquoi les puissances occidentales sont tombées dans le piège qu'il leur a tendu en les impliquant dans sa guerre. Mais avant de tenter de comprendre ou d'expliquer avec vous ce succès rapide et le piège que vous décrivez dans votre ouvrage, vous dites autre chose qui me paraît très important. Vous dites, et vous commencez par dire, qu'il s'agit bien aujourd'hui d'un bouleversement général du Moyen-Orient. Et c'est sur cette question du bouleversement général du Moyen-Orient que j'aimerais vous entendre pour commencer. Oui, peut-être pour illustrer ce que vous venez de rappeler, il y a un constat assez triste, à mon avis, c'est le constat que le printemps arabe en Syrie et l'invasion américaine de 2003 en Irak ont abouti au même résultat. Ce qui signifie que le problème finalement, ce sont certainement les régimes en place, mais c'est bien au-delà des régimes en place, ce sont les États dont ces régimes sont les héritiers d'une certaine façon, les frontières, et on voit très bien aujourd'hui que l'État irakien, pour ne citer que lui, est en phase de délitement avancé qui rend plus que problématique une renaissance et une réunification sous sa houlette du territoire. Cet État irakien, vous en parlez dans votre ouvrage, depuis l'arrivée des Américains, cet État irakien a changé. Les Américains ont mis en place un système communautaire assez complexe, dans lequel on trouve un président kurde, 2 vice-présidents sunnites et chiites, un chef de gouvernement chiite, 2 vice-chefs de gouvernement kurdes et sunnites, et ainsi de suite dans tous les ministères, c'est-à-dire qu'ils ont tenté de représenter les 3 communautés. Est-ce que vous diriez, Pierre-Jean Luizard, que ce système mis en place est un système vicieux ou vertueux? Alors déjà, les Américains n'avaient aucun tropisme envers une des communautés irakiennes, à part peut-être les Kurdes avec lesquels ils avaient des contacts depuis longtemps. Mais si je peux me permettre, vous avez dit que les Américains ont tenté d'inclure et d'intégrer toutes les communautés. Il y a une communauté qui a fait défection. C'était ceux qui étaient les principaux bénéficiaires dans l'État irakien qui a chuté en 2003, donc qui avait eu le monopole du pouvoir depuis 1920. Traumatisés donc par la chute du dernier régime, celui de Saddam Hussein qui les représentait, ils ont disparu de la scène politique, et c'est donc bien un tandem chiite-kurde sur lequel les Américains se sont reposés, et non pas une vision inclusive à la libanaise avec des quotas pour chaque communauté. Le problème, si vous voulez, c'est que un tel système, je rappelle que les Américains voulaient faire de l'Irak le phare de la démocratie dans le monde arabe, et il y a eu un tour de passe-passe, puisque en fait ils ont fait semblant de confondre la majorité démocratique avec la majorité démographique. Une majorité démographique condamne les minorités à être minoritaires, et c'est bien le cas en l'occurrence de la minorité arabe sunnite, 20% de la population irakienne, qui se retrouve marginalisés, sans ressources économiques, et qui avaient accepté l'État irakien à la condition d'en avoir le monopole, et évidemment ça n'est plus le cas aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte-là donc qu'il faut comprendre le succès rapide de l'État islamique, autrement appelé Daesh, comme vous le rappelez, Pierre-Jean Luizard, dans votre ouvrage. Est-ce que vous diriez qu'il s'agit là d'une radicalisation religieuse ou confessionnelle, d'une faiblesse de l'État en Irak, c'est-à-dire le fruit d'un manque de politique, ou bien les deux, puisque dans cette région-là, on sait bien que l'islam et la politique, c'est la même chose et sont indissociables?
Radicalisation religieuse quand l'État islamique a investi Mossoul en juin 2014. La majorité de la population n'était ni salafiste ni djihadiste. C'est simplement le constat des conditions que le gouvernement légal et reconnu par la communauté internationale, celui de Nourin Maliki, imposait à la population locale, qui a poussé la population de Mossoul, de Falloujah, de Tikrit et d'autres villes irakiennes dans les bras de l'État islamique. Et d'ailleurs, j'ai été témoin du fait que pour nombre d'habitants, l'arrivée de l'État islamique a signifié le retour à un État de droit, ce qui en dit long sur la situation qui régnait auparavant. Antoine. Oui, vous avez associé dans votre introduction tout à l'heure intervention américaine en Irak et révolution arabe en Syrie pour dire ça aboutit au même résultat, c'est-à-dire au fait que Daesh émerge effectivement de façon extrêmement rapide dans cette région. On voit pas trop le rapport entre ces deux causes, quoique vous allez peut-être nous le donner. Et par ailleurs, la question est de savoir si, au bout du compte, ce ne sont pas effectivement les populations chiites ou les pouvoirs chiites qui ont ramené les sunnites et contraint les sunnites à se regrouper dans cet État islamique faute de mieux. Est-ce que c'est ça votre thèse ? Pierre-Jean Luizard. Alors, le rapport entre les conséquences du printemps arabe 2011 en Syrie et de l'invasion américaine de l'Irak en 2003, c'est que dans les deux cas, on a eu des processus qui mettaient à mal la légitimité d'États syriens et irakiens qui n'avaient jamais été reconnus par une majorité de la population. C'était particulièrement vrai en Irak où pendant près d'un siècle, les 3/4 de la population ont été en guerre quasi permanente avec l'État, les Kurdes et les chiites. À partir de 2003, c'est le tour des Arabes sunnites, donc l'État irakien est remis en cause. Mais en Syrie, on a vu l'émergence des sociétés civiles qui était le propre donc des printemps arabes, a abouti également à une dégénérescence confessionnelle parce que il y a dans l'histoire de cet État syrien une absence de légitimité, de citoyenneté partagée pour l'ensemble des Syriens, et il y a eu, je dirais, un processus tardif par rapport à l'Irak, mais qui est réel, où l'État syrien a été rattrapé par le confessionnalisme, une histoire des stratégies des minorités en Syrie qui nous ramène au mandat français. Je rappelle que la Syrie avait été divisée à partir de 1920 en États alaouites, États druzes, États d'Alep, un peu à l'infini, à partir du constat qu'avaient fait les Français qu'il était beaucoup plus facile de dominer un pays avec des minorités plutôt qu'avec la majorité en Syrie arabe sunnite. Leïla Vignal. C'est justement sur ce dernier point que j'aimerais que vous développiez un petit peu. Je voudrais d'abord souligner qu'il s'agit d'un tour de force d'avoir réussi à rassembler dans un petit ouvrage de 180 pages, écrite de façon très limpide, plus d'un siècle d'histoire du Moyen-Orient, parce que c'est effectivement un retour sur l'histoire que vous nous invitez, comme l'indique le sous-titre de votre ouvrage. Et ce que vous montrez dans cet ouvrage, ce que vous montrez très bien, c'est que l'irruption de l'État islamique s'inscrit dans la continuité de dynamiques historiques antérieures, sans lesquelles il est difficile de comprendre son émergence. Vous impliquez le fait que l'État islamique n'est pas l'origine de la remise en cause de l'ordre régional, mais que votre thèse est davantage qu'il utilise l'épuisement de celui-ci et les contradictions internes des États de la région pour prospérer. Et j'aimerais revenir sur quelques-unes de ces dynamiques historiques. Et notamment le fait que vous remontez au XIXe siècle en montrant en quoi les différentes formes d'intervention des puissances extérieures occidentales dans la région pour affaiblir l'Empire ottoman, ont perturbé les relations entre les communautés localement, donc une espèce de première bifurcation perturbatrice dans la région, si je puis dire. Et surtout, vous pointez dans votre ouvrage l'origine coloniale des États, comme vous le mentionniez, après la Première Guerre mondiale, pour expliquer la menace d'effondrement qui, selon vous, pèse actuellement sur l'ensemble des États de la région. On voit bien que la situation en Irak est effectivement au bord de l'éclatement. Une des questions que je pourrais vous poser et de savoir si à partir du cas irakien, vous ne généralisez pas un petit peu le diagnostic que vous portez sur l'Irak et sur l'effondrement de l'État irakien à l'ensemble des États de la région. Et de façon plus large, ma première question porte sur cette trajectoire d'effondrement. Est-ce que selon vous, le ver était dans le fruit dès l'origine de la formation de l'État moderne arabe, de ces États modernes arabes? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres
histoire possible, puisqu'il y a eu toute une longue histoire de mobilisation politique alternative. Alors d'abord une question d'histoire, Pierre-Jean Luizard, et puis peut-être la deuxième question de la géographe sur l'élargissement ensuite à la région de ce que vous décrivez en Irak. Alors, je voudrais préciser que ma démarche n'est pas une démarche militante ni moralisatrice. Je ne pointe pas un péché originel qui serait que ces États ne seraient incapables de démocratisation du fait de leur origine coloniale. On sait qu'il y a des exemples, heureusement, où des États qui ont été créés par les puissances coloniales ont réussi à générer une citoyenneté partagée et à s'engager sur la voie d'une démocratisation. Ça n'a pas été le cas au Moyen-Orient, ça n'a pas été le cas. Alors il y a des différences effectivement entre l'Irak, la Syrie et d'autres États qui aujourd'hui sont en phase de déliquescence dans le monde arabe, la Libye, le Yémen, et qui ne sont pas tous des créations coloniales. Le Yémen, par exemple, n'est pas une création coloniale. Il y a des différences, mais si vous voulez, il y a eu malgré tout une façon de diriger à partir des mandats britanniques en Irak et français en Syrie et au Liban qui privilégiaient d'une certaine façon les minorités. Les Britanniques ont fondé en Irak en 1920 un État sunnite dans sa composition par les élites qu'il mettait en place, mais aussi dans sa conception, donc un État sunnite qui va faire la guerre à sa société jusqu'en 2003, alors qu'en Syrie, les choses vont être beaucoup plus longues. Il va y avoir plusieurs décennies que j'appelle d'illusion nationale syrienne, où les élites en place vont avoir un discours pan-arabe pour avoir une légitimité aux yeux de la population majoritairement arabe sunnite, tout en ayant en ligne de mire le contrôle du seul État syrien. Et je cite l'exemple de la République arabe unie, où les premiers fauteurs, les responsables de l'échec de la République arabe unie ont été les dirigeants du parti basse syrien, alors qu'ils avaient un discours unitariste, mais ils n'étaient absolument pas ravis de devenir une simple province syrienne d'un ensemble majoritairement arabe sunnite, parce que eux, très majoritairement à cette époque déjà, appartenaient à des minorités, alaouites, druzes et autres, et que pour eux, le nationalisme arabe n'était qu'un discours légitimateur et rien d'autre. France Culture, La Grande Table, Caroline Brouet. Avec notre invité aujourd'hui, Pierre-Jean Luizard, qui publie Le piège Daesh, l'État islamique ou le retour de l'histoire aux éditions La Découverte. Autour de la table, Antoine Mercier et Leïla Vignal, qui est géographe, maître de conférence à l'université Rennes 2 et spécialiste du Moyen-Orient. Et nous nous interrogeons donc sur ce piège. J'aimerais qu'on en vienne à ce piège, ce mot de piège que vous utilisez, Pierre-Jean Luizard, parce qu'il s'adresse aux Occidentaux. Et je me souviens d'un Alexandre Adler à cette même table il y a quelques mois, autour de son livre Le califat du sang, nous disant, oui, les islamistes n'ont jamais fait aussi peur, en particulier Daesh, avec sa communication de la terreur et son instauration de la terreur, sa violence, la destruction du patrimoine antique, encore récemment le piratage de TV5 Monde. Oui, mais ils n'ont jamais été aussi faibles, parce que, disait-il, faiblesse géographique, faiblesse stratégique et régionale, parce que pas d'alliés à proximité, et puis des bases financières insuffisantes. Vous nous montrez que, non, ils ne sont pas faibles, et ils ne sont pas faibles parce que leur stratégie fonctionne, et cette stratégie, c'est qu'ils nous entraînent, nous occidentaux, dans leur piège. Est-ce que vous pouvez développer cette idée ? Oui, l'État islamique a une stratégie, une politique du pire, une surenchère permanente qui vise à un objectif, c'est entraîner le plus grand nombre de protagonistes dans la région et sur la scène internationale, les démocraties occidentales, dans une guerre qu'il veut globale et dans laquelle il entend représenter l'avant-garde
des musulmans. Donc il le fait à plusieurs échelons. D'abord, effectivement, en médiatisant ces crimes, mais il faut rappeler que, hélas, l'État islamique n'est pas le seul à commettre des crimes au Moyen-Orient. Simplement, il est le seul à les médiatiser. Mais le régime de Damas et certaines actions du gouvernement de Bagdad, dont on sait peu de choses, parce qu'ils sont nos alliés officiellement, ne sont pas plus reluisantes. Donc, il y a une stratégie qui vise à provoquer les États arabes, et notamment ces États d'origine mandataire, parce que ce sont des États qui finalement n'ont jamais réussi à générer des processus de citoyenneté partagée. C'est le cas de l'Irak, de la Syrie, mais aussi du Liban et d'une certaine façon de la Jordanie. Et au niveau international, il s'agissait dans l'urgence de susciter l'effroi des opinions occidentales, comme si l'État islamique avait consciencieusement listé tout ce qui pouvait choquer ces opinions, donc atteinte aux droits des femmes, aux droits des minorités, massacres collectifs, décapitation, crucifixion, retour de l'esclavage et j'en passe. Et c'est quoi le bénéfice alors quand même? On voit le bénéfice, c'est de nous entraîner sous la pression légitime de l'émotion populaire dans une guerre où nous n'avons pour l'instant aucune solution politique. Nous sommes intervenus en Irak par le biais de bombardements dont on sait très bien qu'ils n'ont jamais permis de gagner une guerre, mais en revanche, nous n'avons rien à proposer aux populations arabes sunnites qui ont fait allégeance à l'État islamique, et nous n'avons rien de mieux à proposer finalement en Irak, par exemple, que le retour de la souveraineté du gouvernement irakien actuel, alors qu'on sait que c'est la dernière chose que souhaitent les habitants quand on voit comment l'armée irakienne a couvert les massacres à Tikrit et dans les villes reprises à l'État islamique. Et qu'est-ce qu'il faudrait leur proposer, par exemple? Eh bien, ce qu'il faudrait leur proposer, c'est peut-être anticiper la remise à plat très probable du système étatique et politique moyen-oriental. Il y a un certain nombre d'institutions, en premier chef l'État irakien, qui sont, à mon avis, en voie de moribond ou en voie de disparition. Et il faudrait prendre en compte la situation. Cesser peut-être d'appeler le gouvernement central de Bagdad le représentant légitime de toute la population irakienne, puisqu'on sait très bien que ça n'est pas le cas. Et d'ailleurs, on l'a finalement admis, puisque nous avons des représentants kurdes qui sont à Paris. Mais il faudrait également reconnaître l'injustice qui a été faite donc à une autre partie de la population, la population arabe sunnite, et lui promettre d'écouter ses doléances et d'écouter les propositions qui peuvent être les siennes, à savoir finalement une sorte de contre-conférence de San Remo. Je rappelle que c'est une conférence en 1920 qui avait imposé le mandat britannique sur un État irakien qui va être le premier État irakien moderne, mais dans les conditions qui sont celles de l'Irak depuis 2003, où la communauté arabe sunnite est exclue, il faudrait consulter par voie référendaire, après avoir vaincu militairement l'État islamique, consulter les populations et leur demander finalement dans quel cadre elles souhaitent vivre, dans quel cadre étatique, dans quelles frontières, et engager la communauté internationale à respecter cette fois-ci les desiderata des différentes communautés irakiennes, contrairement à ce qui avait été fait donc en 1920. Leïla Vignal. On voit très bien, comme vous l'avez justement expliqué, on voit très bien dans votre ouvrage les bases sur lesquelles l'État islamique prospère, se développe, se légitimise en Irak, comme solution
politique alternative pour les populations sunnites, vous venez de le dire, et dans votre ouvrage, vous faites une remarquable description des modalités très intelligentes du point de vue politique de l'implantation de l'État islamique localement, où l'État islamique, une fois qu'il arrive dans une localité, confie le pouvoir à des responsables locaux. Oui, vous insistez beaucoup là-dessus, sur le fait que justement il y a de la passation de pouvoir aux acteurs locaux. Manifestement, il y a quelque chose de remarquablement important sur lequel on va peut-être revenir. De tout à fait effectivement important et intelligent du point de vue d'une implantation à long terme. Donc on voit très bien comment ça peut fonctionner en Irak et ça manifeste le fait que l'État islamique est vraiment proprement un mouvement irakien qui essaye ensuite de s'étendre. Et ma question porte justement sur cette extension avec la Syrie. En s'étendant en Syrie, on voit bien en quoi la Syrie est importante pour l'expansion de l'État islamique en termes de base arrière, en termes de ressources grâce à l'accès aux ressources pétrolières, au recrutement des soldats, puisque la frontière turque est finalement très poreuse, ressources agricoles, etc. En revanche, la Syrie est aussi une ressource symbolique puisque ça permet à l'État islamique de tenir un discours transnational, de se présenter un peu comme champion d'une cause panarabe qui a été oubliée. Vous l'avez mentionné par les États arabes. Mais la question que je me pose, c'est le fait que l'État islamique reste malgré tout une présence halogène en Syrie, dans le sens où c'est une puissance qui reste malgré tout animée par des cadres, même s'il y a des cadres syriens, même s'il y a des ralliements, des cadres irakiens étrangers. L'État islamique est aussi confronté à des formes d'opposition et de résistance dans les régions qu'elle occupe. Et finalement, l'État islamique a pu s'étendre dans l'est de la Syrie aussi à la faveur de la bienveillance relative du régime de Damas qui n'a jamais attaqué directement l'État islamique. La question que je me pose, c'est, pour reprendre le terme le titre de votre ouvrage, c'est est-ce que l'État islamique n'est pas en train de se mettre dans un piège qui se referme aussi sur lui en attaquant Yarmouk, c'est-à-dire en commençant à attaquer le régime de Damas directement. Pierre-Jean Luizard. Alors vous avez raison de rappeler que le berceau de l'État islamique, c'est l'Irak. Simplement, les dirigeants de l'État islamique ont très vite pris conscience du fait qu'ils étaient enfermés dans un territoire communautaire restreint en Irak. Et jamais ils ne pourront conquérir ni le Kurdistan, ni les zones chiites irakiennes. En revanche, en Syrie, ils ont des possibilités d'extension très importantes, puisque si on réfléchit de façon communautaire, on voit que la Syrie a une très large majorité arabe sunnite qui permet donc d'espérer à l'État islamique une extension qu'il ne peut pas espérer en Irak. Cette extension en Syrie est donc très importante pour l'État islamique. Elle s'est faite jusqu'à présent essentiellement aux dépens des autres groupes djihadistes et notamment de Jabhat al-Nusra, puisque une grande partie des territoires conquis l'ont été contre d'autres groupes islamistes. Mais l'ambiguïté et la duplicité du gouvernement de Bagdad, de Damas, de Bachar el-Assad par rapport à l'État islamique est révolue maintenant, puisque ça fait quand même plusieurs mois qu'il y a des affrontements directs entre l'armée syrienne et les combattants de l'État islamique. Le dernier épisode, celui de Yarmouk, en est également une illustration. Et il y a aujourd'hui une véritable implantation de l'État islamique en Syrie, où ce ne sont pas des Irakiens, mais bien des Syriens qui contrôlent des villes comme Raqqa, Deir ez-Zor. Alors il y a eu, il est vrai, quelques défections, mais les défections restent très minoritaires et sont surtout le fait de groupes tribaux qui, dans le passé, avaient été des clients du régime de Damas. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu de défections majeures encore à ce jour. Pierre-Jean Luizard, je suis désolée parce qu'il est 13h20 sur France Culture, donc il nous reste encore 5 minutes à passer avec vous, mais à vous écouter là parler, je suis tout d'un coup un peu perdue sur la lecture que vous faites, qui me semblait plutôt politique, et à vous écouter, j'ai l'impression d'une lecture très confessionnelle finalement de ce qui se passe. Vous nous dites,
d'une certaine façon, l'État islamique a prospéré sur le conflit croissant, régional d'abord et puis international ensuite, entre les sunnites et les chiites, puisque les sunnites minoritaires en Irak se sont retrouvés dans une forme de solution qui ne leur a pas plu, c'est-à-dire une minorité sans pouvoir, sans ressources, et que du coup ils se sont dit, bon, finalement, si l'État islamique leur apparaît comme une solution de reprise du pouvoir en main, eh bien ils l'acceptent. Donc on est dans une lecture qui est une lecture comme une bataille confessionnelle. Et puis vous nous dites d'un autre côté, ils ont réussi à s'implanter parce que précisément ils ont remis certaines clés du pouvoir, du pouvoir important, dans les mains des acteurs locaux. Ce que n'avaient pas compris les Américains depuis 2003, d'où l'échec de l'État, l'affaiblissement, etc. Et du coup, je ne comprends pas ce que vous voulez dire quand vous voulez apporter une solution, d'autant que vous dites, après avoir vaincu militairement, les Occidentaux devraient comprendre qu'il faut poser les bonnes questions aux Irakiens avec qui vous voulez gouverner, qui vous voulez voir représenter au pouvoir, etc. Donc, je n'arrive plus bien à séparer, si tant est qu'il faille les séparer, mais les deux lectures que vous faites, politique et confessionnelle. Je ne pense pas qu'on puisse séparer les deux. Le confessionnalisme au Moyen-Orient, et le Liban en est un exemple avec son système de confessionnalisme politique, est éminemment politique. Et si les sunnites et les chiites en sont aujourd'hui à s'affronter à l'échelle régionale, la faute, à mon avis, en revient bien à l'incapacité des États à accueillir le processus d'émancipation des communautés chiites, ou bien en sens inverse à reconnaître la majorité arabe sunnite, comme c'est le cas en Syrie. On est donc bien dans une question qui remet en cause la capacité des États en place à être le siège seulement de régimes autoritaires, ce qu'on a appelé la malédiction des pays arabes de façon générale. Et ça n'est pas par hasard s'il y a eu une telle privatisation par des asabiyas, c'est-à-dire des solidarités claniques régionales, c'est bien parce que les institutions en elles-mêmes étaient des institutions qui, dès le départ, ne pouvaient pas représenter l'ensemble de la population. Et le confessionnalisme est un résultat, est une conséquence de cette incapacité politique des États. De la défaillance du politique. Voilà. Antoine ? Cela dit, le confessionnalisme existe. S'il n'y a pas ces États forts, effectivement, qui sont tombés ou qui sont en train de tomber, est-ce qu'on n'en revient pas, malgré tout, à la nécessité d'États confessionnels ? Quel serait le problème, selon vous ? Pierre-Jean Luizard. Le confessionnalisme prospère là où l'État est faible, au Liban notamment, et notamment et aussi maintenant en Irak. Il a été le fondement d'États autoritaires aussi, même s'ils étaient faibles. Ce que je veux dire, c'est pourquoi est-ce que Daesh, finalement, ne pourrait pas, avec le territoire qu'il a, se transformer, puisque c'est de l'État, on a compris des sunnites qui étaient repoussés de toutes parts, en État qui pourrait éventuellement avancer. Parce que l'État islamique a des visées bien au-delà de l'enjeu confessionnel moyen-oriental. C'est la raison pour laquelle il a changé de nom. Ça n'est plus l'État islamique en Irak et au Levant. Ça veut dire que les enjeux strictement confessionnels irakiens et syriens ne sont pour lui qu'une base, y compris militaire et politique, mais pour une extension dont on voit aujourd'hui qu'elle est sans frontières, puisque désormais cet État islamique qui se veut un État ne réclame plus avoir de frontières explicites, et qu'on le voit se manifester au Sinaï, au Yémen, en Libye et jusqu'au Nigeria. Et c'est pour ça, Pierre-Jean Luizard, que vous nous expliquez que l'État islamique a d'abord effacé une frontière qui datait de 1916, la frontière, je sais pas comment on dit, Sykes-Picot. Et puis qu'ensuite il a établi une province à cheval sur la Syrie et l'Irak, dite province de l'Euphrate. C'est de cette façon-là qu'il faut comprendre cette question des frontières pour l'État islamique ? Voilà, c'est une remise en cause de frontières jugées injustes et de l'injustice qui avait été faite aux Arabes donc en 1920, puisque les promesses des alliés de la constitution d'un royaume arabe unifié avaient été trahies, avec la constitution d'États arabes croupions, encore une fois, qui vont être le siège de toutes les tragédies. À mon avis, il y a une filiation, non pas du fait de l'origine coloniale de ces États, mais du fait des frontières qui ont été tracées artificiellement
notamment, et du fait que ces États n'ayant pas de légitimité vont être le jeu de stratégies de minorités pas forcément confessionnelles, au départ en Syrie notamment, mais de minorités claniques, tribales, régionales, qui vont déboucher sur ce conflit confessionnel. Et ce que voulait illustrer l'État islamique, c'était qu'il était finalement l'héritier, un héritier des printemps arabes, dans la mesure où il remettait en cause un ordre injuste qui était celui d'États créés par des puissances coloniales et qui ont toujours été en guerre d'une certaine façon avec leur propre société. France Culture, la grande table. 13h26 dans la grande table sur France Culture, c'est l'heure des idées au quotidien de Raphaël Bourgois. Restez avec nous, si vous le voulez bien, Leïla Vignal et Pierre-Jean Luizard. Le barbare idiot utile de la modernité, c'est le titre de la chronique de Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Dans un essai paru chez Gallimard en novembre dernier, Les barbares, essai sur la mutation, l'écrivain italien Alessandro Baricco se proposait de dresser le portrait de cette figure, pour ainsi dire, consubstantielle de la civilisation. Car le barbare n'est pas à nos portes, mais en notre sein. Il regarde des blockbusters, boit du Cabernet Sauvignon californien, ne relit jamais un livre faute de temps, quand il en lit, évidemment. Bref, il est pris dans l'immédiateté et l'inflation médiatique, pire ennemi de la culture, mais rien ne sert d'y résister, de dresser artificiellement l'un de ces murs qui, d'Adrien à Berlin, ont fait fonction de protection et de frontière entre nous et les autres, car la mutation est en cours et nous touche en profondeur. Pour Baricco, ce que nous appelons aujourd'hui barbarie sera demain la civilisation. Cette thèse a évidemment suscité de nombreuses réactions, d'abord en Italie, où le père fondateur du quotidien La Repubblica, Eugenio Scalfari, s'oppose à Baricco, qui, je cite, n'est pas et ne peut pas être un barbare, car il est pétri de mémoire historique. Il ne décrit pas les barbares, mais les barbarisés, qui parlent encore notre langage, mais le défigurent, utilisent encore nos institutions, mais les corrompent. On pourrait déduire de cette polémique, résumée ici à grands traits, que décidément l'obsession de toujours chercher les barbares à toute époque et en tout lieu est vaine. Eh bien, ce n'est pas l'avis du philosophe Christian Godin, qui a coordonné dans le dernier numéro de la revue Cité un dossier intitulé « Les nouveaux barbares, terrorisme religieux, politique et culturel ». Et oui, voilà qui devrait mettre tout le monde d'accord, les vrais barbares sont du côté de Daesh et de Boko Haram, ceux qui veulent tout détruire par haine de l'universel humain. Et tant pis si la notion même de barbarie reste largement indéterminée, relative et inefficace, si elle est aussi bien un jugement de fait qu'un jugement de valeur entre stigmate et diagnostic, si elle définit autant les décapitations que la destruction du patrimoine historique, pour Christian Godin, il y a une légitimité du concept de barbarie. Sans priver, c'est versé selon lui dans un relativisme coupable qui caractérise notre temps. Lévi-Strauss disait que le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie, signe d'une époque qui n'accepte plus l'approche manichéenne en termes de vrai et de faux, de bien et de mal, avec les majuscules de rigueur. Pourtant, nous dit Godin, cette approche dualiste du réel structure l'ordre symbolique des sociétés humaines, La refuser, c'est le plus sûr moyen de se le voir imposer par d'autres, c'est ouvrir la voie donc aux barbares. Malgré une démonstration qui s'appuie sur la qualification juridique de la barbarie et donne donc du corps au concept, on a du mal à voir en quoi l'emploi de ce terme nous permet vraiment de comprendre le phénomène djihadiste et éventuellement de lui apporter une réponse, car finalement, et c'est très clair dans un autre article de la revue Cité signé par Jean-Pierre Filiu, barbarie djihadiste et terreur médiatique, ce qu'on appelle barbarie est en fait une façon de s'adapter à notre monde médiatique donc, qui ne cherche pas nécessairement un sens, mais bien plus à occuper le vide, exactement ce que décrit finalement Alessandro Baricco, et c'est là que se loge l'impensé. Parler du djihadisme comme d'une barbarie, c'est le réduire à un simple miroir de notre époque, une sorte de fatalité, l'idiot utile donc de la modernité. Merci Raphaël Bourgois, Pierre-Jean Luizard, le terme de barbare pour qualifier les partisans de Daesh. Oui, le barbare, si on se réfère à la Rome antique, c'était celui dont on ne comprenait pas la langue. Alors c'est bien le problème, hein, si on ne cherche pas à comprendre les raisons de la force de ses ennemis, on est effectivement dans un piège. C'est en l'occurrence
l'occurrence le piège Daesh. Il faut essayer, avant de diaboliser un ennemi, de comprendre ce qui fait sa force, et ça n'est certainement pas en se limitant à des mots aussi restrictifs que barbares qu'on y arrivera. C'est exactement ce que vous essayez de faire. Est-ce que vous parvenez à faire dans Le piège Daesh, votre ouvrage paru aux éditions La Découverte, sous-titré L'État islamique ou le retour de l'histoire. Merci Pierre-Jean Luizard. Merci à vous Leïla Vignal d'être venue au micro de La Grande Table aujourd'hui.